Après un magazine, cette fois c'est un rapport de gestion que nous allons analyser, un rapport de gestion du secteur des hydrocarbures depuis que Tshisekedi est au pouvoir, donc de 2019 à 2023. On en parle avec un ingénieur ou expert pétrolier, Lewis Yola. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Alors, Lewis Yola, vous êtes expert pétrolier, donc vous êtes ingénieur pétrolier, membre d'un centre de recherche, le Centre de réflexion et d'études sur les hydrocarbures et les énergies renouvelables. C'est un centre de recherche privé, ça n'appartient pas à une université ou institution supérieure. Et vous êtes également secrétaire général de l'Association des ingénieurs pétroliers du Voilà, bienvenue à vous. Merci. Vous avez publié récemment un rapport de gestion du secteur des hydrocarbures. Oui, nous venons. Dans ce rapport de gestion, vous faites le bilan depuis que Tshisekedi est à la tête du pays. Il a fait beaucoup de promesses, en tout cas. Ouais. On nous a dit que les appels d'offres pétroliers, gaziers, etc. allaient nous rapporter beaucoup d'argent. Mais en fin de compte, vous, dans votre rapport, vous dites que le bilan a été mitigé. Ouais. Le rapport s'est intitulé comme suit: Bilan de Tshisekedi dans le secteur des hydrocarbures, un chapelet de bonnes intentions. Oui. Exactement, nous avons intitulé ces bilans, ces rapports comme tels, parce qu'on s'est dit, au départ, le président de la République, via ses ministres, c'est des ministres, parce qu'on doit aussi rappeler Rubens Mikindo et Didier Moudimbo. Au travers ces deux ministres, ils ont fait pas mal de déclarations. Bon, pour nous, nous avons considéré que ces déclarations n'étaient que des intentions. Et c'était des très belles déclarations en termes de perspective. Hélas, au regard de certains faits, bon, peut-être on va développer ça plus tard, ouais. On s'est rendu compte qu'il s'agissait juste d'un chapelet où on reprenait un peu plus d'intentions que de faits concrets. Pourtant, ce secteur est juteux. Il est source de beaucoup de revenus pour le pays, c'est ça? Exactement. Le secteur des hydrocarbures, c'est un secteur important en termes de flux financiers lorsque vous êtes en train de produire. Parce qu'on doit les rappeler, la République démocratique du Congo, c'est un pays producteur du pétrole, bien qu'à ce stade, il est mitigé. Nous l'avons repris même dans notre rapport, en parlant par exemple de la production pétrolière au niveau de Moanda. Aujourd'hui, la production, elle est estimée autour de 25 000 barils. Par exemple, s'il faut peut-être commencer déjà à évaluer ce qui a été dit, vous allez vous rendre compte que, par exemple, au début du mandat du président de la République, quand par exemple il a nommé le ministre Didier Moudimbo, il a essayé de promettre à la population que non, il faudrait qu'il y ait un audit de la production de Perenco-Rep au sein de Perenco-Rep, parce que depuis un certain moment, on constatait que non, la production était restée presque statique. L'entreprise engageait des coûts pétroliers, mais à un certain moment, la production ne s'adaptait pas. Et le ministre nous avait promis, en tout cas c'était une promesse qui a été très bien louée. Et par après, on s'est rendu compte que non, rien n'a été fait, par exemple. La production pétrolière de Perenco, jusqu'à la fin du mandat du président de la République, elle est restée statique, malgré que même le ministre, à un certain moment, j'ai suivi en 2023, le ministre a participé même à l'inauguration d'un RIG, une plateforme pétrolière appelée Magicus, qui avait pour objectif de doubler la production pétrolière de Perenco. On doit les signaler aujourd'hui. Les activités pétrolières de Perenco à Moanda génèrent à la République plus de 500 millions de dollars. En termes de pourcentage, c'est une contribution de 10% au budget de l'État. Une fois cette production doublée, c'est-à-dire on arrivera à 1 milliard de contributions en termes du budget de l'État. Et on s'est dit que c'est quand même un secteur où on doit ouvrir les yeux. On doit vraiment ouvrir les yeux, ça doit intéresser. Et même dans les médias, on n'en parle pas souvent, dans l'opinion, on ne connaît pas. On ne sait pas savoir notamment que quand on a le carburant qui ne monte pas, c'est parce que le gouvernement donne beaucoup de subventions, mais que ces subventions sont très mal gérées, ça on en parle très peu. On ne sait pas savoir que les appels d'offres, c'est des millions, des milliards de dollars, il y a des entreprises qui viennent, sans qu'il y ait, qui s'écréent sur le champ juste pour cette cause. Voilà. Et heureusement qu'il y a vous qui sortez ces genres de réflexions aussi. Oui, en fait je devais quand même revenir sur cette question des subventions pétrolières. Oui, on va en parler. On va en parler. On a deux sujets auxquels nous allons nous intéresser particulièrement. Il y a d'abord les appels d'offres, mais également les flux de carburant. Oui, continuez, vous disiez. Maintenant, je retourne alors sur la question de la production et appel d'offres, tout ça. Oui. Bon, en fait, la production pétrolière, c'est quelque chose qui devrait plus intéresser l'État congolais. Bien qu'il y ait des contextes liés à la transition énergétique, tout ça, mais ce sont des choses qui doivent intéresser la République. Moi, je me dis aujourd'hui, si par exemple, il y a un audit sérieux et indépendant sur ce qui se passe au niveau de Moanda aujourd'hui, et que non, on réussit à établir la vérité,
La République démocratique du Congo, je suis convaincu, j'ai fait des études en pétrole, je suis convaincu que non, on va même doubler nos niveaux de recettes actuels. On est dans les 500 millions. C'est possible qu'on arrive après un audit sérieux et indépendant, dépourvu des contraintes géopolitiques. On est en mesure d'arriver à mobiliser presque 1 milliard de dollars. Parce que je sais que la vérité va s'éclater. Deux sujets qui nous intéressent, je le rappelle, les appels d'offres, vous dites c'est une bonne intention non mûrie. Ouais. Les appels d'offres de 27 blocs pétroliers et gaziers, le flux de carburant, notamment la hausse des prix, etc. Mais je voudrais savoir, dans votre rapport, vous dites que le chef de l'État n'a pas, ça c'est moi qui le paraphrase comme ça, n'a pas placé les bonnes personnes à la bonne place. C'est-à-dire vous remettez un peu en cause la qualité des ministres qui ont occupé ce portefeuille. Non, on doit se le dire. Ouais. On doit se le dire. Et qu'il faut avoir des gens qui correspondent justement Ouais. à cette tâche, à ces fonctions. On doit se le dire et on ne doit pas avoir peur de le dire. Le secteur pétrolier, c'est un secteur qui est très technique et transversal. Et gérer le pétrole, ça demande des compétences dans plusieurs domaines. Vous comprenez? Ça demande des compétences dans plusieurs domaines, notamment les domaines juridiques, parce qu'il y a un cadre juridique. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit se limiter, par exemple, à une connaissance figée, par exemple, dans un seul domaine. Ça indispose. Je vais parler un peu pourquoi on a essayé de parler de cette contrainte qui a essayé un peu de mettre en mal l'évolution du secteur. Dans les hydrocarbures, par exemple, s'il faut lancer les appels d'offres, il y a une intervention de plusieurs sciences qui interviennent. Par exemple, il y a la géophysique, la géologie, la géochimie, juste pour comprendre la mise en place des données. Vous comprenez? Et quand, par exemple, on vient te présenter une base de données de blocs pétroliers, étant quelqu'un qui n'a pas des idées sur ce que ça devrait être sur le plan géologique, géophysique, géochimique, forage d'exploration, vous aurez l'impression d'avoir une base de données conséquente. Vous voyez? Ce sont un peu de faiblesses qu'on a eu à soulever, surtout dans les appels d'offres. Vous allez vous rendre compte que les appels d'offres, on a sélectionné 27 blocs pétroliers, bien qu'au départ c'était 16 et le passage vers 27 a été fait d'une manière irrégulière. On a sélectionné 27 blocs pétroliers. Et vous allez vous rendre compte, s'il faut fouiner dans tous ces blocs pétroliers, il n'y a qu'un seul bloc, le bloc Ngazi au niveau du bassin côtier, au Congo central, qui possède les études géologiques, géophysiques, géochimiques et jusqu'au forage d'exploration. Et dans ces 27 blocs exclus, le bloc Ngazi, vous allez vous rendre compte que non, on est resté avec 10 blocs qui ont bénéficié des études géophysiques. Et la plupart d'autres blocs n'ont pas été soumis à des études plus conséquentes. Je vais prendre par exemple le cas il y a même 4 blocs qui n'ont même pas une seule donnée, mais retenus pour les appels d'offres. Je les cite. Les blocs Uvira, les blocs Baraka, les blocs Kakwela, les blocs Mwero. Ce sont les blocs qui se trouvent au niveau du Graben Tanganyika. Ce sont des blocs qui n'ont pas d'informations ni géologiques, ni géophysiques, ni de forage d'exploration, ni géochimique. Le seul fait que bon, on a travaillé sur base des rumeurs. Bon, cet endroit, il se peut qu'il y ait du pétrole. Bon, retenons ça. Ça c'est très fragile. C'est très fragile et très élémentaire. Et c'est pourquoi nous avons... C'est de la légèreté d'après vous. Est-ce que c'est à raison que des organisations comme Greenpeace se sont opposées à ces appels d'offres, une opposition à laquelle nous avons émis aussi une autre opposition en disant que ça relève de la souveraineté nationale? Bon, vous savez... Ou soit il y a beaucoup de choses qui entrent dedans. Peut-être, moi, je suis partant à ce qu'on puisse exploiter notre pétrole. Je suis partant. En tout cas, je suis partant. Mais... accepter cela ne veut pas dire qu'on puisse faire les choses d'une manière un peu vague. Parce que tout doit se reposer sur une étude. Dans ces rapports, si vous les lisez intégralement, vous allez voir quelque part, on a essayé de dire que non, la plupart des décisions prises dans le secteur des hydrocarbures n'ont pas bénéficié des études préalables. C'est-à-dire quoi? On a pris des décisions sur base des rumeurs. Bon, si on lance les appels d'offres, on aura beaucoup d'argent. Bon, sélectionnez le bloc, lançons les appels d'offres. Les scientifiques n'agissent pas comme ça. Ça, c'est trop vulgaire. Ça, c'est une manière de la rire. S'il faut agir comme ça, en tout cas, c'est trop primaire. Un scientifique agit sur base des études. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, si vous partez, par exemple, au ministère des hydrocarbures, vous demandez l'étude. Vous demandez une étude qui démontre, sur le plan économique,
comment nous allons gérer notre pétrole? Comment nous allons gérer nos hydrocarbures? Je ne pense pas que vous en aurez. Aujourd'hui, si vous partez au ministère des hydrocarbures, qu'il vous présente la base des données des différents blocs retenus dans la cuvette centrale, monsieur le journaliste, vous allez pleurer. Peut-être ça passe quand c'est dit devant une opinion qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez, c'est ça aussi le bénéfice, entre guillemets, de nos dirigeants du secteur. Ils savent que non, l'opinion, elle est ignorante, elle ne comprend pas le secteur des hydrocarbures, elle ne comprend pas les termes. Surtout, ils ont un bouclier qu'ils utilisent souvent. Le secteur est très technique, Et du coup, ça leur permet de faire glisser de n'importe quoi. Et nous avons dit non, on doit s'y intéresser. C'est pourquoi on a commencé à produire ce genre de textes, ce genre de rapports pour que l'opinion puisse s'en rendre compte et se produire à des termes très faciles. Pour que même la maman qui ressent les effets des hausses de prix des carburants, quand il lit ces rapports, qu'il puisse comprendre. Parce qu'on a compris que non, les conséquences sont ressenties à tous les niveaux et il faut écrire à des termes simples pour que même vous les journalistes, quand vous lisez, vous comprenez, vous faites une opinion. Et puis je peux sentir de l'émotion en vous lorsque vous parlez. Ça vous met en colère en tout cas. Je n'aimerais pas encore vous mettre davantage en colère en vous posant cette question. Le jour où le ministre Boudimou avait dit « Je viens à peine de mettre mes pieds dans ce secteur, je suis en train de m'en imprégner en posant des questions à mes conseillers », ça vous a fait quoi? Bon, moi j'avais suivi, là le ministre avait d'ailleurs dit que... Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'experts qui manquent justement au sein du ministère? Bon, je me dis, je venais de voir la dernière constitution de son cabinet. Je me dis, bon, j'ai pleuré. Personnellement, je pleurais. Et je pense que le ministre devrait faire un effort de bien s'entourer. Parce que je ne m'aimerais pas citer les noms des gens, mais c'est quand même intéressant. Il y a un sous-secteur qu'on appelle aval pétrolier. Il faut voir... Bon, je préfère me limiter là, mais au moins il faudrait voir des animateurs qu'un ministre peut se faire entourer. L'aval pétrolier, c'est notamment l'approvisionnement, l'importation, etc. Alors, pourquoi est-ce que les prix des carburants sont fragiles actuellement en RDC? Oui. D'abord, il faut contextualiser les choses. La République démocratique du Congo a inscrit un système administré de prix des carburants. C'est une dérogation au système global, au système de l'économie libérale. C'est-à-dire quoi? La liberté de fixer les prix revient à celui qui en fait l'offre. C'est-à-dire quoi? Si ce sont mes produits, c'est à moi de fixer le prix. Maintenant, le secteur pétrolier a bénéficié d'une dérogation. Ce qui a fait que non, depuis 2001, le gouvernement congolais a institué un comité de suivi de prix des carburants, constitué de 10 membres. Des 10 membres venant des différentes parties prenantes, notamment le gouvernement, via le ministre des Finances et le ministre des Hydrocarbures. On a les opérateurs pétroliers, voire même la Banque centrale est représentée. Maintenant, dans ces comités, on essaye de déterminer le prix des carburants à vendre d'une manière concertée. Vous voyez? Et dans ces comités, c'est important de signaler, la présidence est assurée par le ministère de l'économie et la vice-présidence par le ministère des hydrocarbures. C'est un comité qui existe depuis 2001. Depuis 2001. Ouais. Depuis 2001. Maintenant, à chaque fois qu'ils essayent de mettre en place un prix, ils envoient au niveau du ministère de l'économie pour valider. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème est que, apparemment, jusqu'aujourd'hui, le ministère des hydrocarbures ne comprend pas son rôle, ou soit ne joue pas son rôle. D'ailleurs, si vous vous entretenez avec certains experts qui travaillent au sein du cabinet du ministère des hydrocarbures, ils se déresponsabilisent. Ils se disent « non, ce n'est pas nous, c'est le ministère de l'économie, ça ne revient pas à nous ». Non, vous avez la vice-présidence. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous êtes là pour informer parce qu'il y a certains calculs qui rentrent dans la fixation de prix des carburants. Par exemple, le PMF, le volume commercial, le taux d'échange. Comment jouer avec tout ça? Ça demande une certaine expertise. C'est pourquoi vous êtes là. Vous devez jouer un rôle. Mais depuis un certain moment, nous nous rendons compte que le ministère des hydrocarbures, apparemment jusque-là, il n'arrive pas à jouer son rôle. Conséquence, nous assistons à des subventions pétrolières très faramineuses. Vous comprendrez avec moi, en 2022 par exemple, l'État a été obligé de débourser plus de 400 millions de dollars en termes de subventions. Au moment où dans la ligne budgétaire, il était prévu que 80 millions. Ça n'a jamais existé, même à l'époque de M. Kabila. Ça n'a jamais existé. Et c'est un comportement que nous avons fustigé à son temps. Pourquoi nous sommes arrivés là? Parce qu'à un certain moment, on ne veut pas lancer un contrôle
très avancé, ou soit le ministère des hydrocarbures ne veut pas être trop regardant. On essaye de nous bombarder, par exemple, une situation qui a, oh non, il y avait un conflit, agression Ukraine, tout ça. Bon, c'est facile à faire passer. C'est facile à faire passer ces discours-là chez les gens qui ne comprennent pas. Ouais. Mais par exemple, quand vous venez chez moi, un expert, j'essaye de voir comment les différents paramètres ont essayé de varier. Comment le PMF a varié, ça a varié de combien de pourcents et ça a affecté le prix à la pompe en RDC de combien de pourcents. Si vous surveillez ces éléments-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de supercheries. Et à un certain moment, nous l'avons dit même dans ces rapports-là, que dans le comité de suivi actuel, le comité de suivi de prix des carburants actuellement, ne travaille plus pour les intérêts de la République. Apparemment, ils se sont transformés en un syndicat des opérateurs pétroliers. Et nous comprenons ces jeux-là. Il est temps de changer. Il est temps de changer parce que le prix des carburants, c'est un élément moteur dans la régulation de la vie économique nationale. Pourquoi? Parce que tous les biens en circulation doivent être transportés. Et le transport est géré par le carburant. Et le carburant, c'est son prix. Et lorsqu'il y a des prix plus élevés de carburant, vous allez avoir des conséquences telles que le prix d'autres biens et services vont augmenter parce qu'ils doivent connaître de mouvements. Et c'est pourquoi, dans ces rapports, on a aussi fait des recommandations. Nous appelons le président... On revient justement aux recommandations, mais si je comprends bien, la hausse des prix de carburant que nous constatons est juste due au fait qu'il n'y a pas assez de contrôle dans le comité qui gère... Non, il n'y a pas assez de contrôle. En tout cas, jusque-là, il n'y a pas assez de contrôle. Je mets quiconque à défi. Il n'y a pas assez de contrôle. Alors, vous avez fait des recommandations au chef de l'État, notamment en fin de ce rapport, qui sont parmi ces recommandations, il y a notamment... Il y a par exemple la mise en place d'une autorité de régulation de l'aval pétrolier. En tout cas, il faut dépolitiser la gestion de l'aval pétrolier parce qu'il est très sensible et les différentes variations de prix des carburants, ça affecte sensiblement la vie nationale. Et c'est pourquoi on a pensé qu'il faudrait qu'il y ait une agence indépendante, technique, où il y aura des experts, des gens scientifiquement outillés qui vont travailler d'une manière permanente et indépendamment des différents cabinets politiques. Vous comprenez? Pour qu'ils essaient un peu à chaque moment impulser une politique importante. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, on a pensé qu'il faut reconsidérer les appels d'offres en cours. En tout cas, il faut suspendre ces processus pour lancer... On va peut-être se retrouver dans la matinale pour essayer d'enrichir le débat dans d'autres développements. Merci à vous, Lewis Loa. D'accord, merci. C'est moi qui vous remercie. Très rapidement, on va s'entretenir avec Patient Omandé.